Bienvenue chers explorateurs et chères exploratrices de la psyché ou en passe de le devenir. Aujourd'hui je t'invite à entrer dans une question vertigineuse, une question presque impossible à trancher. Peut-on transmettre l'expérience du soi? Et plus encore, que transmet-on vraiment lorsqu'on parle des symboles, des rêves, de l'inconscient? Et qu'est-ce qu'on fait quand on accompagne quelqu'un dans l'exploration de son monde intérieur? Alors le soi, dans les concepts de Carl Gustav Jung, n'est pas une idée abstraite que l'on pourrait cerner avec exactitude. Ce n'est pas une définition figée, et ce n'est pas un point fixe sur une carte. Le soi est un principe organisateur vivant. Il est à la fois le centre, ce vers quoi la psyché converge, et la totalité, ce qui englobe toutes ses composantes, y compris l'ombre, l'ego, les archétypes, l'inconscient personnel et l'inconscient collectif. Marie-Louise von Franz disait que le soi, c'est ce qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Il agit comme une boussole intérieure, mais une boussole qui ne pointe pas vers le nord extérieur, mais vers un nord intime uniquement pour chacun. Ce n'est pas une direction imposée, mais un appel discret, presque imperceptible, en tout cas jusqu'à ce qu'on commence à souffrir de ne pas l'avoir entendu. Le soi, c'est comme un principe d'ordre caché. Le soi agit comme une structure invisible. Il organise la vie psychique sans se montrer. Il ne dit pas « voilà le chemin », mais il suscite des événements, des rêves, des rencontres qui nous mettent à l'épreuve en nous déplaçant vers un centre inconnu. C'est peut-être un rêve bouleversant, qu'on ne comprend pas mais qui nous poursuit, ou une série de synchronicités qui forcent notre attention, ou encore une image intérieure, surgie sans prévenir, qui contient une beauté ou une terreur sacrée. Ces manifestations ne sont pas des preuves, ce sont des symptômes d'un déplacement. Le soi ne s'explique pas, il agit en profondeur, en silence, comme une force qui ajuste l'ensemble des éléments psychiques pour les orienter vers une forme plus authentique de totalité. Le soi est plus un appel, ce n'est pas une méthode. L'erreur moderne serait de vouloir méthodiser la rencontre avec le soi. Mais ce n'est pas une technique, ce n'est pas une méditation à répéter, ni un but à atteindre. C'est une expérience fondamentalement existentielle, intérieure bouleversante, qui vient souvent au prix d'une désillusion, d'un effondrement ou d'un retournement. Marie-Louise von Franz insistait, le soi se manifeste souvent dans les ruines de ce qu'on croyait être notre vie. Il vient lorsque l'ego ne suffit plus, quand les identifications s'effondrent, quand le moi, la personnalité, ne peut plus tout porter seul. Alors une autre présence émerge, non pas pour nous sauver, mais pour nous faire naître à autre chose que nous-mêmes. Le soi, c'est comme l'intransmissible par essence. Le soi ne peut pas être transmis, parce qu'il ne peut pas être pensé comme un contenu. Il ne se donne pas comme une vérité à laquelle on adhère. Il s'impose comme une réalité intérieure qui transforme, et cette transformation est radicalement singulière. On pourrait en parler, comme quelqu'un qui parlerait de la mer à quelqu'un qui ne l'a encore jamais vue. On peut en montrer les effets, comme on montre le sel sur la peau après la baignade, mais le goût de l'eau salée, le vent sur le visage, les rayons du soleil, la première plongée, cela ne se transmet pas vraiment. Et il en va de même pour l'expérience du soi. Elle se vit dans le corps, dans l'âme, dans les os, dans la chair, dans les cellules, dans la psyché, et ceux qui l'ont vécue ne la décrivent jamais de la même manière, car elle n'est pas une forme reproductible. Elle est vivante, mouvante et irréductible. Le soi, on pourrait dire que c'est ce qui veille dans l'obscurité. Il n'a pas besoin qu'on le comprenne, mais qu'on l'écoute. Il ne se prouve pas, mais il agit, à la manière d'un feu souterrain qui fait pression jusqu'à ce qu'une fissure s'ouvre, quelque part dans la surface de la conscience. Et quand cette fissure s'ouvre, ce n'est jamais confortable. Mais c'est là que commence la véritable transformation, voire métamorphose. Alors si le soi ne peut pas être transmis comme une idée, un savoir ou une expérience reproductible, que fait-on alors lorsqu'on l'enseigne? Que faisons-nous, nous les analystes, les passeurs, les praticiens symboliques, quand nous tentons de guider quelqu'un vers cette réalité intérieure? La réponse n'est pas simple, mais elle réside peut-être dans un changement de posture. Nous ne transmettons pas le soi, nous transmettons une disposition à le rencontrer. Il existe des gestes intérieurs, des rituels symboliques, des attitudes de l'âme, des postures que l'on peut enseigner, accompagner, incarner. Ce sont comme des portes que l'on apprend à reconnaître, à entr'ouvrir, parfois à garder ouvertes malgré la peur ou la confusion. Marie-Louise von Franz, que j'adore, vous l'aurez remarqué, disait que le travail analytique est comparable à celui d'une sage-femme de l'âme. On ne donne pas la vie à la place de l'autre, mais on crée les conditions pour qu'un accouchement ait lieu. Et cela passe par plusieurs seuils. L'un des premiers est l'accueil du rêve. Le rêve est souvent le langage premier du soi.
Il ne parle pas en logique, mais en images, en situations étranges, en scènes déroutantes, en personnages qui ne répondent à aucune logique consciente. Apprendre à accueillir les rêves, même ceux que l'on ne comprend pas, c'est déjà se placer dans une posture d'écoute du soi. C'est reconnaître que quelque chose en nous sait et parle, même lorsque l'ego ne comprend pas. Transmettre cette écoute, cet espace de résonance sans jugement, c'est offrir à l'autre une première clé vers son centre. Ensuite, il y a la confrontation à l'ombre. Le soi ne se révèle pas toujours dans le confort, il passe par la traversée de l'ombre, par l'acceptation de ce qu'on a nié, rejeté, oublié en soi. Enseigner à reconnaître l'ombre, non pas comme une ennemie, mais comme une gardienne de passage, est un acte thérapeutique majeur. Il ne s'agit pas de forcer ni d'expliquer, mais d'accompagner une rencontre souvent dérangeante et pourtant essentielle, car sans ombre, pas de totalité, et sans totalité, pas de soi. Autre point très important, le respect des symboles. Le symbole est un pont vivant entre conscient et inconscient. Il n'est jamais à prendre au pied de la lettre, ni à enfermer dans une seule signification. Ce que l'on transmet ici, c'est une forme de révérence, une manière de s'incliner devant le mystère de l'image, de lui laisser de l'espace, du temps, de la profondeur. Enseigner à écouter les symboles, à les laisser faire leur chemin dans la psyché, sans vouloir les forcer à parler trop vite, c'est enseigner une hygiène intérieure fondamentale, car le soi parle en symbole, jamais en concept. Et enfin, le respect et le travail des archétypes. Les archétypes sont les formes vivantes de l'inconscient collectif, ils ne sont pas des rôles à jouer, ni des types à cocher, ils sont des figures autonomes qui peuvent s'activer en nous, sans que nous en ayons conscience. Transmettre une lecture archétypale, c'est apprendre à repérer quand l'énergie du roi, de la mère, du rebelle, de l'enfant divin ou du mentor se met en mouvement, ou à l'inverse, quand elle manque ou se déforme dans l'ombre. C'est une cartographie fluide, jamais rigide, et ce travail ne dit pas ce que tu es, mais ce qui cherche à vivre en toi. Tout ça, l'écoute du rêve, la traversée de l'ombre, le respect du symbole, le dialogue avec les archétypes, ne garantit en rien la rencontre avec le soi. Mais cela prépare le terrain, cela creuse en profondeur, cela dispose à entendre lorsque l'appel viendra. On ne peut pas conduire quelqu'un au soi. Mais on peut l'accompagner jusqu'à la lisière, jusqu'au bord du lac, jusqu'au bord du feu. Après cela, chacun doit passer seul. Autre point, le piège de la reproduction. Ce que moi, analyste, formateur ou thérapeute, ai vécu du soi n'est pas à imiter. Ce que j'ai traversé peut inspirer, mais jamais servir de modèle. Car le soi ne se répète pas, il se réinvente à chaque être. Marie-Louise von Franz insistait sur ce point. Vouloir copier l'expérience intérieure d'un autre, c'est trahir la sienne. Il ne s'agit donc pas de transmettre un vécu, mais d'honorer l'inconnu qui habite l'autre. Donc pour moi, à mon humble avis, nous ne transmettons pas le soi, mais nous pouvons transmettre une disposition intérieure à sa rencontre. Une attitude symbolique, une fidélité à l'invisible, c'est vraiment un travail d'humilité, car celui qui croit savoir empêche souvent le mystère d'advenir, alors que celui ou celle qui veille, qui écoute, qui accueille, devient un seuil par lequel quelque chose de plus grand peut passer. Et nous arrivons maintenant à la deuxième partie. Qu'est-ce qu'on transmet vraiment lorsqu'on parle des symboles, des rêves et de l'inconscient? Si le soi ne peut être transmis, et si l'expérience intérieure demeure singulière, alors comment faisons-nous pour partager ce que nous vivons? Comment rendre compte d'un rêve, d'une image qui bouleverse, d'une intuition fulgurante? Le langage symbolique est alors notre seul recours. C'est un langage intermédiaire, une tentative de traduction entre deux mondes, le monde de l'inconscient et celui de la conscience. Marie-Louise von Franz le rappelle souvent, le symbole, c'est ce qui continue à travailler en nous longtemps après avoir été vu. Mais pour cela, encore faut-il ne pas le réduire, ni le détourner au profit de notre propre psyché. Premier point important, le piège du réductionnisme, vouloir comprendre trop vite. L'un des plus grands dangers est le réflexe de la simplification. C'est ce besoin compulsif de mettre une étiquette, d'associer un symbole à une signification unique. Par exemple, le serpent, c'est la sexualité. Or, non, au secours s'il vous plaît. Le serpent, dans l'imaginaire collectif, est une figure infiniment complexe. Il peut incarner le renouveau, par rapport à sa mue, la connaissance interdite, le gardien du seuil, la force chnonienne, l'énergie divine ou destructrice,
et un allié comme un traître. Réduire un symbole à une signification figée, c'est le tuer. C'est le figer dans un dictionnaire alors qu'il est vivant, mouvant et ambivalent. Il ne faut surtout pas confondre le symbole avec le signe. Le signe est utilitaire, il renvoie à un sens précis. Le symbole est ouvert, il contient des couches, il évolue et s'adapte au contexte intérieur de celui qui le reçoit. Un symbole n'a de sens que dans la relation. Il parle différemment à chacun, à chaque moment de la vie. Il faut donc une forme de lenteur intérieure pour ne pas le refermer trop vite. Deuxième point, le piège de l'inflation interprétative, voir son propre contenu dans l'autre. Attention danger, ce deuxième piège est le plus insidieux car souvent inconscient. Il arrive quand l'interprète, thérapeute, analyste, formateur, pense et croit voir clair, mais voit en réalité son propre inconscient. Il s'agit, et je suis sûre que vous le savez, depuis le temps que vous regardez mes podcasts, d'une projection. Une projection déguisée. Le rêve de l'autre devient une toile où l'on projette ses complexes, ses intuitions, ses archétypes non intégrés. Et cela peut être très séduisant. On croit aider, on croit éclairer, mais en réalité, on prend la place du rêveur. On impose une signification, on dirige le sens, là où le rêve demandait à être écouté. Marie-Louise von Franz insistait beaucoup sur ce point. L'interprétation juste n'est pas celle qui brille par son intelligence, c'est celle qui résonne dans le corps du rêveur, qui déclenche une émotion vraie, une reconnexion intérieure. Si l'image n'éveille rien en toi, même si elle est techniquement brillante, elle reste stérile. Car le symbole parle à l'âme, pas à l'intellect. Alors, que fait un bon interprète ? Déjà, il ne dit pas « voilà ce que ça veut dire ». Il n'enferme pas le rêve dans une grille. Il ouvre un espace, une question, une exploration vivante. Voici quelques questions essentielles qu'un accompagnant peut vous poser si vous êtes en analyse. Suite à une interprétation, suite à une exploration du symbole, on demande comment cela résonne en vous. Qu'est-ce que cela évoque au-delà de ce que vous pensiez savoir? Est-ce que vous sentez quelque chose avec cette image? Quel est votre ressenti par rapport à ça? Un bon interprète ne cherche pas à avoir raison, il cherche à suivre le film du vivant psychique, même s'il le déroute. Il respecte les silences, les résistances, les lenteurs. Il sait aussi que parfois le rêve n'a pas besoin d'être compris tout de suite. Il a juste besoin d'être tenu, honoré, contemplé. C'est un travail d'écoute, pas de déchiffrement à proprement parler. Ce qui se joue ici, c'est une rencontre entre la conscience et ce qui le dépasse. Cela peut être aussi une mise en relation entre le moi conscient et l'archétype qu'il cherche à se dire. Le soi, en termes de transmission, c'est comme une transmission silencieuse. On ne transmet pas le soi, on ne décrypte pas, mais on peut transmettre une orientation, une qualité de présence, une fidélité au mystère. Le soi n'appartient à personne, il ne se maîtrise pas, il surgit quand on ne l'attend plus. Et parfois il suffit d'un regard, d'un rêve partagé, d'un mot chuchoté au bon moment pour que quelqu'un, quelque part en lui, commence à s'ouvrir, non pas de ce qu'il est censé devenir, mais de ce qu'il a toujours été. Merci à toi, cher explorateur et chère exploratrice de la psyché, pour ton écoute. On se dit à très bientôt, et n'oublie pas, raconte-moi tes rêves, et je te dirai qui tu es.